Le verre à moitié plein, le podcast du tourisme durable. Bonjour, c'est Elise et bienvenue dans ce nouvel épisode du verre à moitié plein. Aujourd'hui, je vous amène au Cambodge, pays des cités perdues et des rizières à perte de vue. Nous nous trouvons au cœur du parc national Phnom Kulen, où les traces de l'ancien empire khmer se mêlent aux souvenirs plus douloureux des Khmers rouges, un régime qui a isolé durant des décennies une population qui a tout désappris. Alors, comment le tourisme durable peut-il permettre de se réapproprier son territoire et son histoire? En quoi peut-il avoir un impact positif sur un espace naturel? Avec moi aujourd'hui pour en parler, Laurent Holdener, un franco-suisse d'origine cambodgienne, parti s'installer à la fin des années 90 au pays de ses racines, où il a fondé Terre Cambodge, une agence de voyage spécialisée dans les séjours responsables, solidaires et personnalisés. Aujourd'hui, Laurent souhaite monter dans cette région un projet touristique, social et environnemental. Il est avec nous pour en parler. Oui, bonjour Élise. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui dans le podcast. Ça fait maintenant 20 ans que tu es au Cambodge. Aujourd'hui, donc, tu souhaites monter un projet écotouristique au cœur du parc national Phnom Kulen. Tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu ce que c'est ce projet et puis la genèse aussi de ce projet. Est-ce qu'il y a eu un point de bascule où tu t'es dit qu'il fallait créer un projet écotouristique dans ce parc national? C'est d'abord une vieille histoire, Phnom Kulen. C'est un endroit que je connais depuis plus de 15 ans. C'est un endroit aussi, via mes voyages, où j'ai l'habitude d'emmener des randonneurs dans ces montagnes. Alors c'est situé au nord du Cambodge. C'est à 2 heures de voiture de Angkor Wat. Angkor Wat, les fameux temples patrimoine UNESCO. C'est un endroit un peu particulier dans l'histoire un peu triste du Cambodge. C'était un ancien bastion Khmer rouge. C'est également, et ça c'est très important, une ancienne capitale royaume de l'Empire cambodgien, Khmer, du 9e siècle. Donc on peut découvrir dans ces forêts tropicales, dans la jungle, différents temples disséminés. Donc c'est un terrain de jeu magnifique avec des montagnes, des forêts et aussi des villages, et des anciens villages ancestraux. Et c'est en côtoyant ces lieux-là que je me suis pris de passion pour ce lieu sacré. C'est ainsi qu'est parti le projet des Kulen. Tu parlais des Khmers rouges. Pour ceux qui nous écouteraient et qui ne connaîtraient pas donc, cette partie de l'histoire du Cambodge, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qui s'est passé et l'impact que ça a aujourd'hui sur la société cambodgienne? Oui, c'est un triste épisode de l'histoire du Cambodge. C'est dans les années 75-79, il y a eu un génocide avec plus de 2 millions de victimes, perpétré par les Khmers rouges. On les appelle les Khmers rouges parce qu'ils avaient une écharpe rouge à carreaux, un krama à carreaux. Donc on les a nommés les Khmers rouges. Donc c'est resté très profondément ancré dans la société actuelle. Les anciennes générations ont vécu ce génocide. Heureusement, il y a les nouvelles qui arrivent et qui peuvent reprendre la main. Et est-ce que ce projet aussi, c'est une manière de sensibiliser les Cambodgiens, les visiteurs internationaux à ce qui s'est passé pendant la période des Khmers rouges? Oui, parce que qui dit Khmer rouge dit endroit Khmer rouge, c'est-à-dire endroit miné, donc inaccessible. Donc pendant toutes ces années après la libération des Khmer rouges, ces endroits ont été complètement abandonnés et oubliés des gouvernements ou même des ONG. Et donc ce projet permet donc de sensibiliser un peu la population locale, les Cambodgiens, sur cet endroit particulier, le Phnom Kulen, qui est un endroit sacré, qui est spirituel. Et de mieux faire connaître ces forêts, ces montagnes qui sont magnifiques et ces temples du 9e siècle qui sont aussi exceptionnels, de faire connaître leur patrimoine local. Donc oui, c'est important de faire venir des Cambodgiens dans cette région-là qui souvent étaient ignorés. Maintenant, on va repasser sur le projet. Est-ce que tu pourrais nous expliquer brièvement en quoi ça va consister, le Kulen Base Camp? Ce sera un
camping qui permettra donc d'héberger des voyageurs. J'aimerais développer un centre de grimpe ainsi qu'une école. Il y aura également un centre d'information. On appelle ça une sala. C'est une structure en matériaux locaux qui permet tout simplement de se protéger des éléments naturels comme le vent, le soleil, la pluie, et de pouvoir, à partir de ce point-là, partir en excursion dans le parc national. Donc ce Kulen Base Camp aurait plusieurs fonctions. Dans le but de conserver au niveau de l'environnement 10 hectares et également au niveau socio-culturel de générer des emplois grâce à l'activité touristique. On pourra faire de la grimpe, du VTT, de la randonnée. En quoi est-ce que c'est une bonne manière de visiter le parc? Déjà parce que dans un parc national, donc les accès sont limités, surtout dans celui-ci. Ce projet, il est dédié aux Cambodgiens parce que c'est quelque chose de nouveau, la randonnée, le VTT. C'est depuis le Covid, on a eu une sorte d'engouement pour ce genre d'activité outdoor. Et donc, pour pouvoir répondre à cette demande, on a créé des sentiers, des pistes de randonnée ainsi que des pistes de VTT. C'est une façon d'emmener des gens dans ce parc et en même temps de pouvoir le protéger, puisqu'une activité touristique permet d'empêcher une déforestation qui est un problème majeur actuellement au Phnom Kulen. Justement, j'avais vu que donc, un des objectifs du projet, c'était de lutter contre la déforestation et contre la monoculture de la noix de cajou. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qui se passe actuellement dans ce parc à ce niveau-là? Oui, c'est un problème, je dirais, général au Cambodge. Pas qu'au Cambodge, mais je pense dans le sud-est asiatique. C'est qu'on a un problème de déforestation. Le bois précieux abonde dans ces régions et une demande existe. Ces bois sont très chers. Donc, il y a malheureusement une coupe d'arbres intense qui se fait depuis très longtemps. L'autre problème qu'on a, et particulièrement au Phnom Kulen, c'est que, comment dire, il y a eu autorisation de planter des noix de cajou de manière intense, ce qui est interdit dans un parc national hein, de développer l'agriculture. Ça a été fait, ça existe. Le problème, c'est que pour cultiver ces noix de cajou, il faut couper les petits herbes, les petits plants, les plants au pied des arbres, et donc ça empêche toute possibilité de régénérer une nouvelle forêt. Donc on a deux soucis, c'est avoir le soutien du gouvernement au niveau des forces de l'ordre, hein, c'est-à-dire on a besoin de rangers pour pouvoir surveiller ces endroits-là et agir en conséquence, mais également d'interdire et d'arrêter cette agriculture, cette plantation de noix de cajou. Je me demandais comment est-ce que c'est possible que dans un parc national, la déforestation soit possible. Comment dirais-je, s'il y a une demande substantielle et monétaire qui se fait et qui est assez convaincante, les autorisations seront délivrées, quel que soit l'endroit. Ce qu'il y a de paradoxal au Cambodge, c'est que souvent, ce sont les projets privés, dans des endroits privés, qui fonctionnent mieux, puisque la notion de propriété est plus respectée que la notion de public. Donc un parc national au Cambodge n'est pas forcément synonyme de protection de ces forêts. Donc un projet qui s'adresse avant tout aux Cambodgiens, au tourisme local, puisque le Cambodge, comme de nombreux pays, ont souffert de la crise Covid et de cette dépendance aux flux internationaux. Et moi, ça fait 2 ans et demi que je n'ai aucun revenu à cause du Covid, comme tout le monde le sait. Donc cette dépendance au tourisme international, moi je travaille beaucoup avec des voyageurs français, allemands et anglais. Donc cette dépendance, aujourd'hui, on a appris qu'elle est faible et on en paye énormément les conséquences aujourd'hui. Donc dans un modèle de durable, et en cas où il y a un Covid version gamma, bêta, je ne sais pas quelle, on pourra continuer à fonctionner et continuer à créer, à garder les emplois actuels grâce à un revenu local. Finalement, le tourisme durable, il se montre bien plus résilient qu'un tourisme plutôt de masse.
J'avais déjà vu ça avec d'autres pays, dans d'autres podcasts, donc c'est intéressant de voir ça. Oui, en effet, la plus grande menace pour l'environnement et pour le niveau socio-économique de certaines régions du Cambodge, c'est un tourisme de masse. Et donc, mon objectif, et depuis le début, hein, grâce à mon agence, c'est de vraiment répartir les voyageurs sur le territoire et non pas uniquement les fameux endroits bien connus comme Siem Reap ou Phnom Penh, la capitale, voire Kampot, où tout le monde s'agglutine au même endroit. Donc c'est vraiment répartir des revenus dans différentes régions du pays et pour faire voyager les gens dans d'autres endroits, il faut créer des activités touristiques de service. Est-ce qu'il y a beaucoup de tourisme de masse déjà au Cambodge? Ah oui, 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 malheureusement, le Cambodge est connu comme une extension du Vietnam ou de la Thaïlande ou du Laos, ce qui est une grande erreur et aujourd'hui on paye très très cher parce que si aujourd'hui on n'est toujours pas ouvert, bien que le reste de la planète soit ouvert, c'est qu'on est dépendant de nos voisins. Le tourisme de masse existe dans des endroits bien spécifiques, à Siem Reap, et reste une destination d'extension alors que ça devrait être une destination en elle-même. Hein. Je veux dire, on ne va pas visiter la France et l'Allemagne, éventuellement l'Italie, en passant en 2 semaines. Donc il y a une mauvaise information qui se fait, et ça c'est de la part des tours opérateurs, des agences en Europe. Les gens qui viennent au Cambodge, c'est parce qu'ils viennent, ils font la Thaïlande, Vietnam, Laos et Cambodge. Ils ne viennent pas que au Cambodge. Pour eux, le Cambodge, c'est Angkor Wat. C'est comme si je vous disais, on va en France, on va juste voir la Tour Eiffel, puis après on ira voir quelque chose d'autre en Italie. Donc ça, c'est faux, ça n'a pas de sens. Le Cambodge en lui-même est un pays magnifique, très varié, petit, donc facile à se déplacer. On n'a pas besoin de jours entiers pour traverser le pays. Donc il y a toutes les possibilités et les moyens pour en faire une destination en elle-même. Est-ce que là, comme ça, tu pourrais nous dire, par exemple, 5 bonnes raisons de venir au Cambodge? Alors la première raison, les gens sont très cool, très sympas, et donc les côtoyer, c'est juste du bonheur. Ensuite, bon, il y a ces temples Angkor Wat, mais moi je dirais pas Angkor Wat, je dirais les temples tout simplement angkoriens, c'est-à-dire l'histoire des temples, ça s'étale sur plusieurs siècles, donc on a une quantité de temples disséminés sur le territoire, au Cambodge, un peu partout, qui sont pas du tout connus et peu visités et qui sont d'une splendeur. Il y a ça, il y a les parcs nationaux avec sa forêt tropicale, bon, le Koulen, mais il y a le Bokor, il y a d'autres endroits superbes. Culturellement, tout simplement, hein, parce que c'est une culture qui est assez proche du sud-est asiatique, donc qui est très particulière avec la campagne, tous les métiers liés au monde rural. Et finalement, je finirai avec le lac, le Tonlé Sap, qui est un plus grand réservoir d'eau douce du sud-est asiatique, avec un écosystème et un monde lacustre aussi unique au monde. Si le projet fonctionne bien, est-ce qu'il y a comme objectif final d'étendre le concept à d'autres parcs nationaux? Ce projet, j'aimerais qu'il touche avant tout le côté socio-économique, donc création d'emplois, social par l'éducation. Hein. On va faire un centre, comme je vous disais, cette structure, c'est un centre d'information, mais ce sera des panneaux avec des explications sur le Phnom Koulen, sur leur patrimoine naturel et culturel. Il faut que, pour que ça marche, que ce système fonctionne économiquement. Hein, donc, et je pense qu'avec une clientèle cambodgienne avide de nature et d'expérience outdoor, ça ne peut que marcher. Et également au niveau de l'environnement, donc ça c'est un point important, on va créer une pépinière afin de replanter nos 10 hectares, on va enseigner ça aux écoles. Ça va être aussi un centre qui permettra aux écoles de la province de Siem Reap de faire des voyages scolaires, donc de venir passer la journée, voire une nuit en campement
dans cette région-là pour essayer de comprendre et de voir un peu ce que c'est au niveau de l'environnement, l'importance de conserver son patrimoine naturel. Et puis après, on aura au niveau de la construction, c'est-à-dire le camping, il y aura des sites particuliers où on pourra planter la tente. On ne pourra pas la mettre n'importe où. Il y aura des toilettes communes. Tout ça sera organisé. Il y aura un code de conduite qu'il faudra signer au check-in, hein, c'est-à-dire on ne peut pas jeter les débris par terre. Il y aura des poubelles, etc. Il y aura une collecte des déchets. Donc tout ça, si cela marche, j'aimerais que ce soit reconnu par le ministère de l'Environnement, mon partenaire, qui peut-être sera d'accord d'étendre ce projet dans d'autres parcs naturels nationaux du Cambodge. En tout cas, je te le souhaite, c'est un beau projet. Je crois que l'éducation, c'est aussi une valeur importante du projet. L'avenir du Cambodge, personnellement, moi je pense qu'elle passe avant tout par l'éducation, qui malheureusement est encore très faible au niveau enfant, primaire, scolaire. Les budgets des ministères sont pas très gros pour pouvoir apporter une bonne éducation. Et donc en misant là-dessus, sur les nouvelles générations, je pense qu'on arrivera à améliorer les choses. C'est une conséquence des Khmers rouges, le fait qu'il y a maintenant un travail d'éducation à faire au Cambodge. Bien sûr, les Khmers rouges ont détruit toute une société, un système à tous les niveaux. Hein. C'était un désastre et c'est encore aujourd'hui, on en paye encore les répercussions. Donc il y a tout à refaire sur de meilleures bases aujourd'hui. C'est ce qu'il y a de positif, surtout avec ces nouvelles générations qui arrivent, qui ont accès à l'information. Donc Internet, voilà, ils savent ce qui se passe en dehors de leur pays et ils ont des moyens aujourd'hui d'apprendre de manière beaucoup plus efficace qu'avant. Merci. Est-ce qu'il y a une date d'ouverture de ce projet? Comment est-ce qu'on peut le soutenir? Grâce à Flokeo, en fait, parce que c'est la première fois pour moi que je fais une recherche de fond. Hein, c'est une première, j'ai jamais fait ça. Si on va sur cette plateforme-là, il y a moyen de voir ce projet, de comprendre, d'y adhérer, j'espère, et surtout de donner des sous. Et le projet, il est prévu pour quand, l'ouverture? Est-ce qu'il y a une date déjà? Alors, ça dépendra des sous, mais moi j'ai les autorisations du ministère pour faire les infrastructures et tout le projet a été accepté. Hein. J'ai une délégation officielle de Phnom Penh, du gouverneur qui sont venus sur le site, qui ont approuvé le projet. Donc ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, voilà, c'est bête. Moi, j'avais prévu de le commencer en novembre, il y a peut-être un an. Mais les finances, voilà, j'ai toujours 0 client, donc les finances sont pas bonnes. Si j'arrive à récolter des fonds, normalement c'est novembre-décembre, on commence la construction et on l'ouvre en janvier-février 2023. Ok, ouais, donc très très prochainement. Oui. Avant de conclure, est-ce que tu aurais un message à faire passer, un mot libre de la fin? Alors là, comme ça, qu'est-ce que je pourrais dire? Non, il faut donner des sous, c'est tout. C'est le mot de la fin. Non, c'est... le Cambodge en fait est un pays qui est un peu oublié, une partie de la planète est un peu oubliée après ce post-Covid. Alors on dit post-Covid, mais nous on est encore dans le Covid. Mais donc il y a d'autres pays, d'autres destinations et donc d'autres projets beaucoup plus sexy, trendy et tout ce qu'on veut. Le Cambodge est toujours laissé un peu en arrière. Et si aujourd'hui on pouvait renverser un peu l'ordre, ce serait magnifique afin que les Cambodgiens puissent en profiter tout simplement. C'est un bel appel à venir au Cambodge aussi. Merci d'avoir été avec nous, Laurent, aujourd'hui. Mais merci à toi, Elise. Il faudra passer d'ailleurs au campement. Hein. Sa première à droite. Avec plaisir. Dans 2 semaines, on se donne rendez-vous sur le podcast en Ouganda pour découvrir l'écotourisme animalier qui s'est développé pour protéger les primates contre le braconnage. Donc un autre pays un petit peu oublié à découvrir. Ça va être intéressant. C'est la fin de cet épisode du verre à moitié plein. Si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout. Alors merci. Si le podcast vous plaît, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et vous abonner. On a également un compte Instagram, podcast.vert, où nous vous partageons du contenu exclusif.
Le lien se trouve dans la description. Vous pourrez aussi nous partager des idées de sujets que vous aimeriez que l'on aborde. Alors à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein.